Bonjour à tous, je suis ravie de vous faire partager ce moment céleste avec Christelle Dubois. Christelle Dubois, c'est la médium que vous avez pu découvrir dans le test de Stéphane Alix ou encore lors des travaux du docteur Charbonnier sur la communication avec les personnes qui étaient dans le coma. Tout en douceur, en délicatesse, Christelle est dans la générosité, l'aide à l'âme sous toutes ses formes. Elle est pompier volontaire, elle fut soignante, elle est maintenant dans le service funéraire et elle dédie sa vie au service de l'autre. Une approche lui tient particulièrement à cœur, c'est l'accompagnement en fin de vie. Elle nous explique sa vision du départ de l'âme et nous aide à comprendre ce processus. Partons ensemble à la découverte de Christelle Dubois. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci à vous de venir. Écoutez, avec grand plaisir. Vous êtes médium, alors j'ai une petite question. Est-ce que médium? Est-ce que c'est un don familial? Alors non, moi j'ai personne de ma famille qui a ces possibilités. C'est pour ça que c'était un monde complètement inconnu pour moi. Donc non, personne. Votre famille allait voir des médiums? Parce qu'on on est en Bretagne aussi, donc il y a toute cette culture. Moi je suis pas une vraie bretonne, oui. Je suis bourguignonne d'origine. Et non, en Bourgogne, c'est pas vraiment la mentalité des médiums, des guérisseurs, etc. Au contraire, c'est assez fermé. Et j'ai pas du tout baigné dans cet univers de médiumnité où ma mère allait voir de temps en temps quelqu'un pour communiquer avec son père, donc mon grand-père. D'accord. Mais il y avait quand même une ouverture dans la famille. Il y avait une ouverture, mais très limitée. Ça D'accord. veut dire qu'il fallait que ça reste dans un contexte de consommation, quoi, en fait. Oui. Voilà. À partir du moment où j'ai commencé de vivre les expériences, d'en parler un petit peu autour de moi, c'était fermé, verrouillé. D'accord. J'avais pas d'explication, en fait. Voilà. Et comment votre famille l'a vécu, l'arrivée de cette aptitude, ce don que vous avez expliqué? Ça doit être compliqué en tant que parent. Et même pour se construire après dans son réseau amical, dans sa vie de famille. Dans son réseau amical, je crois que c'est le pire. Au niveau familial, ils ont pas vraiment compris ce que je vivais. Ça veut dire que j'ai quand même vécu les choses secrètement. Oui. Ça veut dire que je me réveillais le matin, je voyais quelqu'un au pied de mon lit, pouf, il s'en allait. J'en faisais pas plus de cas. J'allais déjeuner et c'est tout, quoi. C'est au fur et à mesure, à l'adolescence, où j'ai commencé à me fermer aux autres parce que c'était compliqué pour moi d'avoir des relations amicales, etc. C'était assez difficile parce que je me sentais... C'est pas que je me sentais pas comme les autres, mais c'était... J'avais l'impression de ne pas vivre dans leur monde. Oui. Les copines, super axées maquillage, machin. Moi, très garçon manqué, introvertie. Donc c'est vrai que ma famille ne s'est pas vraiment rendu compte de ce que je vivais. Par contre, ils ont vraiment pris conscience qu'il y avait quelque chose quand j'ai commencé les conférences, quand j'ai commencé à avoir le sujet de l'accompagnement en fin de vie, faire mon métier d'aide-soignante, où là, ils se sont dit, mais c'est vrai ce que tu vis. Ma mère, c'était ça, mais c'est vrai. Mais c'est donc vrai ce que tu m'as dit quand tu étais petite. En fait, on a l'impression que votre famille découvre après tout le monde. Oui, c'est un petit peu ça. Sauf ma famille proche, qui est mon conjoint, où lui, il m'a connue à l'âge de 18 ans et il m'a vu grandir avec cette médiumnité. Vous avez pu lui en parler directement oui, parce que j'estimais que si je ne lui en parlais pas... C'était une partie de vous-même que vous cachiez. Que je ne dévoilais pas et qu'au final, ça n'allait pas être une relation de confiance. Tout à fait, oui, d'accord. Et je fonctionne aussi comme ça au niveau amitié. Si je prends quelqu'un vraiment que j'apprécie, à un moment donné, je vais lui dire. Ou alors il va trouver tout seul. C'est un truc bizarre. Oui. Mais généralement, alors j'en parle parcimonie et voilà, mais... c'est compliqué quand même. Je me doute, même dans notre société qui quand même s'ouvre et de plus en plus dans l'accueil de ce genre d'énergie, d'aptitude, c'est toujours un peu des fois sensationnel ou un peu c'est compliqué. Ça, un petit peu difficile. Enfin, c'est ce que je trouve difficile au jour d'aujourd'hui, c'est ce côté sensationnel. Alors qu'en fait, y a rien de sensationnel. C'est juste à apprendre à vivre avec ces énergies-là et il n'y a rien de sensationnel en fait. Et dès que les gens se rendent compte que c'est pas si sensationnel que ça, et qu'il y a des à côté aussi à vivre, le soufflet, ça pèse un peu parce que non, c'est pas... Je vais pas dire que c'est un sacerdoce, je vais pas dire que c'est compliqué, mais il y a quand même des situations assez difficiles et il faut être assez élastique émotionnellement et psychologiquement. Enfin, faut être quand même assez... faut être capable d'encaisser plein de choses. Et je me rends compte qu'au final, c'est difficile d'encaisser les choses. Est-ce que vous auriez préféré une vie sans cette aptitude? Mais elle aurait été plate, ma vie. Mais c'est ça. Non, c'est pour ça que je pose la question. Donc au final, souvent on me la pose. Et maintenant que j'arrive à faire le point, le recul nécessaire,
Vous m'auriez demandé ça il y a 10 ans, je vous aurais dit, non, mais j'en veux pas de ces trucs-là. Et en fait, maintenant, je me dis, mais ta vie, elle aurait été hyper plate, quoi. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup de relief dans votre parcours. Ouais. Et puis, c'est ce qui forme moi. Oui. C'est cette médiumnité, le côté soignant, le côté accompagnement au niveau funéraire au jour d'aujourd'hui. Et c'est un tout. Et si on enlève et l'un et l'autre, bah, je suis quoi, moi, en fait? Oui, mais c'est votre identité, c'est une composante. Oui. Et c'est ça aussi qui m'intéresse particulièrement, parce que vous avez cette aptitude. Et vous êtes en même temps très ancré dans la vie. Vous êtes marié, vous avez des enfants, vous travaillez. Parce que on reproche parfois aux médiums d'être très dans les hautes sphères comme ça et de ne pas avoir de connexion au réel parce que par leur vie, par leur enfance, ils ont été du coup un peu en décalage par peur des autres, par peur de la société, par peur de... Et donc il y a un côté un peu repli sur soi-même. Et du coup c'est plus facile parfois d'aller dans son cabinet, de recevoir les gens, d'avoir un contact mais limité que l'on choisit, plutôt que de s'inscrire vraiment dans une vie quotidienne et normale. Pourquoi vous n'avez pas choisi, vous, cette vie-là de médium qui reçoit, qui aide à sa façon, mais de façon plus confidentielle, en recevant dans son cabinet et en aidant? Parce que je l'ai eu fait, je le fais toujours par moment, recevoir les familles endeuillées, etc. Et j'ai l'impression que je n'aide pas, en fait. Alors oui, si, je vais aider d'un côté, parce que je vais aider les familles, transmettre les messages, etc. Mais c'est pas moi. J'ai l'impression d'être encore une fois... je tire mon chapeau à mes collègues qui reçoivent toute la journée, tout au long de la semaine. Je pourrais pas. Moi, je finis par péter un plomb, quoi, en fait. Et psychologiquement, il faut pouvoir encaisser les histoires de vie au quotidien des autres. Et moi, je suis pas faite pour ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu avoir un métier, une vie sociale aussi, parce que j'intègre des associations incognito, ils ne savent absolument pas ce que je fais, et quand ils apprennent à découvrir, mais tu fais ça toi, mais tu es tellement discrète, mais oui, parce que c'est ça le but du jeu aussi, c'est de vivre pleinement ce qu'il y a à vivre sur Terre, et c'était important pour moi de fonctionner comme ça en tout cas. D'accord. Et dans votre façon de percevoir, je pose toujours cette question parce qu'il y a différents canaux, différentes façons. Comment vous décririez votre façon de percevoir en séance de médiumnité, des flashs, de la clairsentience? On vous parle à l'oreille, il y a un film qui se déroule, enfin je vous laisse me dire. Alors, il y a tout ça en même temps. D'accord. Il y a tout ça en même temps. Moi j'ai... En fait, ça va très vite. Il y a certains médiums, il faut un temps de concentration, ils ont besoin de se poser, ils ont besoin même de s'isoler. À partir du moment où... Alors, je ne sais pas comment je fais en fait. Il y a un côté... Jean-Jacques Charbonnier dit que les médiums se mettent en onde d'état, ou je ne sais plus comment, sur un... Et c'est cérébral, oui, et du coup, j'ai compris que j'avais cette possibilité de me mettre sur ces ondes cérébrales en fait assez rapidement, ce qui fait que j'arrive à ouvrir et fermer en instantané. Et quand j'ouvre le canal médiumnique, c'est instantané là aussi, ça veut dire que je vois la silhouette qui se dessine petit à petit, les détails arrivent et après c'est un film. D'accord. Voilà, c'est un film qui se déroule, après il y a la clairaudience qui est là, ça veut dire que j'entends les voix, je suis capable de savoir les intonations, les voix plus graves, plus aiguës, féminin, masculin. En fait, c'est un zoom, comme un appareil photo où on prend une photo générale et après on zoome les détails. D'accord. Et c'est ça en fait que... Et en termes de clairaudience, comment ça se manifeste? Parce que certains parlent d'une voix qui arrive comme ça, comme une vérité assénée dans la tête, d'autres c'est juste comme si on leur parlait à l'oreille. Alors moi ça me parle à l'oreille mais derrière l'oreille. D'accord. Parce que ça veut dire que j'ai bien conscience que c'est pas mon tympan qui va fonctionner, c'est derrière l'oreille. Alors certains disent que c'est les oreilles spirituelles, etc. Oui, c'est une autre ouverture. Je ne sais pas, moi tout ce que je sais c'est que c'est toujours derrière cette oreille-là pour ma part, c'est la droite. Et dès que je me mets en mode connexion, je me pose. Et j'écoute cette voix attentivement, donc je déconnecte. Quand vous guide, c'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. Et vous chuchote alors là, ça vient de nulle part, entre guillemets, dans le sens où on sent que c'est une autre énergie, une autre vibration. Ça va pas forcément se positionner derrière l'oreille. Là, pour le coup, alors c'est plutôt quelque chose qui traverse... Comme une vérité, comme une évidence, comme une idée, en fait. Quelque chose, une inspiration. Et puis en plus, ça fait... Moi, ça me donne des palpitations. Enfin voilà, ça fait quelque chose de physique. Il y a une montée en énergie. Il y a une montée en énergie. Sans physiquement. Il y a ce côté être dans les vapes aussi, un peu. Enfin voilà, c'est vraiment différent.
que la catégorie des défunts, où là, ça va être très précis. Ce qui fait que j'arrive à identifier quand c'est des guides qui viennent me donner des messages. Alors des fois, les gens ils me disent « Oh, il ressemble à quoi? Quelle couleur? Quelle... » Et je ne sais pas. Parce que c'est le guide de la personne qui vient se manifester. Alors c'est rare quand il vient, mais il vient de temps en temps sur des séances importantes. Notamment quand je travaillais à la psychogénéalogie, en médiumnité. Enfin, je travaillais. C'était quelque chose qui venait spontanément pendant la séance que je ne maîtrise pas. Voilà. Donc c'est un secret de famille qui peut être dévoilé. C'est un secret de famille, c'est des schémas répétitifs, enfin, c'est des choses. Des dates anniversaires, des choses comme ça qui viennent. Et là, on a le guide qui arrive et c'est même pas une question de visuel, c'est une question de ressenti, d'énergie, de monter en élévation. Enfin, il y a un message qui est délivré et qui vient libérer un tournant de vie, quelqu'un qui est puis généralement, ça décoiffe la personne. Mais là aussi, je fais la différence entre des messages de guide où là, on va être vraiment sur une solution à une problématique ou alors une clé à une problématique. Par rapport à une mission de vie qui existe et qui est là, qui vient tirer un nœud. Vis-à-vis du coaching. Oui. Parce que là aussi, c'est la mode du coaching. Allez-y, soyez vous-même, vous avez toutes les ressources. Ça n'a rien à voir. Les messages de guide, c'est vraiment des trucs profonds. Et... Oui, on est sur autre chose. Ouais. C'est un autre niveau. Et puis c'est un écho de l'âme quelque part qui vient nous remettre dans le chemin pour continuer sa vie sur le bon chemin et pouvoir avancer comme ça. Généralement, c'est cadré. Ouais, cadré, foudroyant, je tendance à dire. Et les ressources, à la limite, on s'en fiche. Enfin, c'est vraiment le guide qui vient parler, donner une solution et la personne, elle... Il n'y a même pas besoin de lui dire tu as les ressources en toi, c'est évident, c'est là. D'accord. Alors, moi j'ai une autre question. Votre vie vous a amené, du coup, vous étiez pompier volontaire. Je suis toujours. Donc ça vous a amené vraiment au plus près de l'urgence. Moi je me pose la question, quand on a des capacités médiumniques, tout ce qui est hôpitaux, zone un peu comme un peu sensible, où l'émotionnel se mêle à la mort, ou à l'accidentel, donc à la mémoire des murs, à des présences de défunts, à des choses très chargées. C'est pas la vocation première quand normalement on a des aptitudes médiumniques de se dire tiens, je vais aller vers l'hôpital pour y passer de longues années, aider les autres. Alors comment ça vous est venu ? C'est assez compliqué, moi, parce qu'en fait, quand j'ai ce genre de questions, je réponds tout de suite, mais moi, j'aime avant tout le côté pompier volontaire. C'est-à-dire que j'aime le côté technique, j'aime le côté partir en inter. Moi, j'ai toujours baigné dedans parce que mon père était pompier professionnel. Le bip qui sonne, la vie de caserne, enfin voilà, c'est quelque chose qui fait partie de mes expériences, de moi aussi. Donc, avant tout, il y a ça. Il y a vraiment ce côté... adrénaline, dans l'action. Ouais, dans l'action, tout à fait. Pour aider, c'est surtout pour vivre sa passion. D'accord. Voilà. Et puis après vient le côté médium, où c'est vrai que c'est même pratiquement déconseillé quand on est médium de faire ce genre d'expérience, parce que moi je me retrouve de plus en plus face à des situations compliquées, notamment lorsqu'on va réanimer quelqu'un. On va aller le chercher dans la mort, parce que le processus est en train de se faire, que ça soit accidentel, crise cardiaque, AVC, peu importe, le processus se met en place. Et nous, on va les chercher. Et parfois, c'est super, on sauve des vies et c'est génial. Et alors là, l'ego et tout ce qu'on veut, alors là, ça rayonne. Et puis parfois, on va les chercher alors et là, ça réveille des choses, on va les laisser dans le coma, on va faire en sorte qu'ils deviennent des machines, puisqu'ils respirent sous machine. Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, ce cas de figure-là, où on va chercher la personne qui fait une crise cardiaque et qui s'en va le plus naturellement possible, et on va la chercher comme ça. Aux frontières de la mort et on va la mettre dans le coma pendant une semaine alors qu'il était en mort cérébrale. Alors, on va me dire, ah oui, mais c'était dit, peut-être que l'âme vive l'expérience, etc. D'accord, mais sur le plan éthique, moi, ça m'a remué en long, en large et en travers. Pour vous, on est vraiment en acharnement thérapeutique ? C'est pas de l'acharnement thérapeutique, puisqu'on le fait, on le fait vraiment de façon systématique. Et même c'est une gestuelle qui est imprégnée en nous. Si la personne par exemple n'avait pas demandé, on imagine, on est à l'hôpital. L'hôpital c'est un autre cas. C'est un autre, voilà. Parce que je pense aux interventions soir bien sûr, les pompiers arrivent, quelqu'un. Là on réanime, on se pose cette question. On est à l'hôpital, ça fait une semaine que la personne a des difficultés, on sait que c'est inexorable. Si la personne l'avait dit,
est-ce que à ce moment-là, à l'hôpital, on dit bon, je respecte la volonté ou on y va quand même? De toute façon, dans les hôpitaux, il y a des fameuses réunions d'éthique, il y a des réunions d'équipe qui fait que c'est vraiment des décisions collégiales qui sont prises. Donc en fait, que l'on veuille ou que l'on veuille pas, c'est pas nous qui allons valider, c'est le médecin. Enfin, c'est collégial. C'est pas on est dépendant d'un système. On est dépendant d'un système de toute façon et parfois c'est juste. Enfin, c'est juste. De ce que moi je juge juste, c'est-à-dire que c'est pas la science infuse et parfois on rentre dans une forme d'acharnement thérapeutique ou médical et en même temps je me dis mais l'âme elle est suffisamment évoluée pour stopper tout ça. Donc à un moment donné elle a plein de plans B en fait l'âme. Elle peut faire au corps pas tout ce qu'elle veut mais elle peut enclencher une septicémie, un œdème pulmonaire, enfin. Et du coup, si l'âme, elle continue et si l'âme ne fait pas de plan B, c'est que quelque part, il y a quelque chose à vivre. Donc dans ces cas-là, moi, je lâche prise et je me dis, mais elle est suffisamment évoluée. Oui, vous en mettez quelque part. Oui, d'accord. Vous conseillez quoi aux personnes hypersensibles quand elles se rendent à l'hôpital? Déjà de se protéger. Se protéger. Il y a plein de techniques de protection, etc. On le voit au jour d'aujourd'hui, que ce soit énergétique. Un système de pierre, quelque chose Alors moi j'utilisais les pierres, j'ai utilisé le tube de lumière, j'ai utilisé plein de plans B, ce qui fait qu'au final, moi j'arrive à... c'est pas me dissocier, parce que ça fait limite de la schizophrénie, mais il y a aussi l'effet blouse blanche. Voilà, donc ça aide, mais tous les hypersensibles ne vont pas forcément porter la blouse blanche. Donc du coup, c'est surtout savoir connaître ses limites. Ça veut dire que si on sent qu'à un moment donné, on est à l'hôpital et qu'on ne se sent pas bien, il faut sortir. Parce que je vois beaucoup de gens qui veulent se donner cette mission d'accompagner l'autre ou d'aller rendre visite à l'autre et qui ressortent de là, qui sont complètement vidés, qui sont dans un état psychologique à râler pâquerette parce qu'émotionnellement c'est trop dur. On peut aider les autres sans forcément se mettre en porte-à-faux. Et il faut vraiment se connaître et savoir détecter que là, à un moment donné, c'est trop. On ne peut pas supporter plus et on sort. Et voilà, c'est déjà avant tout une sacrée protection que de se connaître et d'être réaliste. De se dire, bah là, stop, je peux pas. Que d'essayer d'aider et de se mettre en porte-à-faux et de mettre la personne que l'on accompagne en porte-à-faux. Oui, du coup, par rapport à ce malaise ou à cette attitude un peu... Puis c'est vrai qu'un hypersensible a tendance, du coup, émotionnellement à être déjà un peu empathique. Donc voilà, et ça laisse la possibilité aux failles énergétiques, à ce genre de choses, pour que quand on ressort de l'hôpital, on ait un peu de monde qui nous accompagne, c'est ça, c'est exactement ça. On se rend à l'hôpital, on est déjà un peu dans une situation compliquée, et là on ressort, on a 10 personnes sur le dos qui ont profité d'un sang neuf qui est arrivé pour se... Et c'est totalement ça, et c'est vrai que moi, souvent aussi, c'est la question qu'on me pose, mais comment vous faites pour aller dans ce genre de lieu? Enfin, on sait que c'est pas forcément adapté, etc. Et en fait, étant donné que je suis toujours rentrée dans ce lieu, dans un état d'esprit justement de me connaître moi et puis de toujours connaître mes limites, etc. Ce qui fait qu'énergétiquement, j'ai jamais été trop basse. Alors, j'ai ramené des choses, mais il faut savoir aussi détecter quand est-ce qu'on a ramené quelque chose, quand est-ce qu'il est bon de faire appel à quelqu'un pour se nettoyer. Enfin, après, c'est tout un apprentissage, mais surtout, c'est pas jouer avec le feu au début. Et ne pas se dire sauveur de l'humanité ou missionné de quelque chose parce que on est déjà missionné pour soi avant toute chose. Et une fois qu'on arrive dans cet état d'esprit, on a notre aura qui est suffisamment qui émane suffisamment qui est assez compact pour donner en fait cette protection naturelle. Après on a les pierres, on a le tube lumineux, on a les huiles essentielles, on a plein de choses qu'on vient rajouter par-dessus, mais avant tout c'est d'être aligné avec soi. C'est déjà une sacrée protection. D'accord. Alors en tant que soignante, et puis du coup en rajoutant votre partie médium, moi je vous avais connu, j'avais cherché votre nom en tout cas, quand le docteur Charbonnier, en 2013 je crois. Oui, c'était en 2013. Parlait de communication d'âme à âme, parce qu'il y avait des expériences avec des gens qui étaient dans le coma,
et où il n'y avait plus du tout de possibilité de communiquer. Et donc, vous parliez de la communication d'Hammam. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus oui, de cette communication? Parce que je trouve que c'est joli, c'est un truc, et tout le monde voudrait bénéficier de ça pour pouvoir parler avec tout le monde le fait. Hein. Enfin, plus au ou moins, jour d'aujourd'hui, depuis 2013, là où on a un peu percé l'abcès avec le docteur Charbonnier, on a rendu ça un peu public, on se rend compte au final qu'il y a plein de retours de personnes, de soignants, de familles, qui vont nous dire « Ah ouais, mais j'ai senti cette chose, j'ai senti », sauf que personne n'arrive à identifier ce que c'est au final. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'appelle ça la communication intuitive, parce que ça veut dire que c'est pas notre intuition, mais c'est... Intuitivement, on sait quel geste il va falloir faire, quel accompagnement on va transmettre, comment on va se positionner. Ça, c'est de la communication d'âme à âme, en fait. C'est pas forcément j'ai des infos précises. Non, c'est toute une ambiance, tout un égrégore, toute une atmosphère qui donne la communication intuitive. Après, effectivement, on affine tout ça en essayant d'entrer en contact avec l'âme de l'autre, si elle veut bien. Encore une fois, on n'a pas toujours des résultats positifs. Et là, on va essayer de faire en sorte de savoir qu'est-ce qui va améliorer son confort pour son hospitalisation, son coma, etc. Et c'est uniquement dans ce but-là que l'on va faire la communication intuitive. Parce que j'ai beaucoup de gens qui ont essayé de me mettre en contact avec leurs proches en fin de vie ou dans le coma, pour essayer de savoir s'ils veulent partir. Et là, c'est une question auquel je ne réponds pas parce que je ne peux pas, moi, me positionner là-dessus et j'ai pas ce rôle-là. C'est vrai qu'on peut se poser la question parce que j'imagine un cadre où quelqu'un est plongé en coma depuis, on imagine 15 jours, 3 semaines. Et on se dit, parce qu'aujourd'hui, on a des cas... Et il faut le débrancher ou ne pas le débrancher. Et là, on se dit, mais qui on est pour prendre cette décision? Et puis ça donne un super pouvoir au médium qu'il n'a pas, en fait. Oui, j'imagine. Il n'y a pas de super pouvoir. Hein. Il y a juste à savoir qu'est-ce que là, à cet instant précis, on peut apporter à celui qui est en train de vivre cette expérience. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter en confort? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter en parole? Est-ce qu'il a besoin que l'on rassure ses proches, etc. C'est tout. C'est tout. Parce que si on commence à rentrer dans le débat réanimé, pas réanimé, débranché, pas débranché, là c'est de la communication mentale en fait. Et c'est ce que je me suis rendu compte. Il faut être vraiment dans une fluidité, dans un alignement très fort pour éviter justement que ça soit mes idées. Et parce que filtres qui viennent tenter la situation. Parce qu'en tant que soignant, on ne veut pas voir souffrir les gens. C'est pas juste quelqu'un qui... Enfin, il y a tout ce côté justice. Et en fait, il faut pas rentrer dans ce cadre-là. Et ça, c'est dur. C'est dur de pas rentrer dans ce cadre-là. Donc en fait, il faut vraiment être dans la neutralité la plus totale. Quelqu'un qui, par exemple, un de mes parents ou mes enfants, je pourrais pas faire cette... Enfin si, ça serait une communication intuitive, mais très légère. Il faut vraiment ne pas connaître la personne, pas connaître son histoire de vie, pas connaître... Pour être dans une communication la plus neutre possible. En termes d'émotion et être dans l'instant T et pas dans ce qu'elle veut dans le futur. Parce que généralement, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Ils savent même pas s'ils veulent ou pas être débranchés, parce qu'ils sont pas dans cette énergie-là. Ils sont dans l'instant présent, en train de vivre quelque chose et c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Mais ils sont pas dans cette option je veux partir, je veux pas partir. Quand ils commencent à vouloir partir, il y a plein de signaux qui font que on le voit. D'accord. On le voit, et puis surtout au niveau médical, on a une chute de... Oui, c'est comme vous l'expliquez dans le livre qui vient de sortir. Et je l'ai découvert parce que c'est... Enfin voilà, il y a ces étapes où physiquement il y a déjà des signes qui apparaissent, qui sont assez nombreux. Et du coup on sait que quelque part le corps se prépare à relâcher, à faire s'envoler l'âme. Et j'ai apprécié votre livre pour ça parce que c'est très lumineux. C'est-à-dire que votre livre n'est pas du tout dans le dramatique ou quelque chose de très lourd. On est sur un passage vers la lumière et c'est vraiment quelque chose de très lumineux, comme une naissance mais vers un autre monde. On est sur un processus de toute façon, que l'on veuille ou non, depuis la nuit des temps on est et on meurt, donc il y a bien un système, c'est pas un protocole, il y avait un processus qui est là et qui fait que, avec ou sans nous, il se fait ce processus. Tout comme un accouchement avec quelqu'un qui arrive, on repart de la même façon, mais sauf que comme c'est toujours un peu plus délicat, personne n'a voulu forcément regarder ou se dire tiens c'est bizarre, il y a ces signes sur le corps qui sont quand même les premières marques que l'âme commence à vouloir s'échapper et à se préparer. Et je me dis mais
c'est quand même génial de pouvoir constater, parce que c'est vrai qu'il y a une forme de déni parfois de la famille. Même... C'est normal, c'est un processus naturel. Oui, déni aussi, mais à un moment, si on doit constater visuellement que les choses sont là, on peut se préparer plus facilement à ce passage qui va se faire. Et c'est vrai que je trouvais ça très intéressant parce que personne n'en parle. Pourtant, c'est purement médical, je dirais. Ça n'a rien de d'ésotérique. Voilà, on est dans quelque chose de typiquement médical avec des constats. Voilà, on approche de ce passage et j'ai trouvé ça très bien parce que personne n'en parle. Alors, en tant que médium et puis après par votre métier de soignant, vous êtes dans l'accompagnement de fin de vie. Alors, au niveau des patients, vous expliquez dans votre livre qu'il y a des patients qui refusent de lâcher prise. Totalement, oui. C'est compliqué parce qu'il y a des choses qui retiennent par rapport à la famille, par rapport à des choses qui n'ont pas... aux expériences de vie. Et vous parlez de ces fameuses rencontres. Tout ce que les gens redoutent toujours ce passage un peu parce qu'ils entendent des choses en disant bah oui, il a vu sa mère juste 2 jours avant de partir ou voilà. Et à ce moment-là, la personne prend conscience qu'il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire? Est-ce que tout le monde voit un défunt qui vient quelque part s'annoncer, comme lui annoncer « je vais venir te chercher dans quelques heures, quelques jours ». Est-ce que, votre avis, ça fait partie d'un processus ça fait partie d'un processus, mais il n'y a rien d'obligatoire. Ouais. Ça veut dire que au final, ce sont des énergies qui peu à peu se mettent en place et la personne en fin de vie va les percevoir ou pas. Mais ce qui est systématique, ce sont ces énergies qui se mettent en place. Moi, j'appelle ça les énergies de passage parce qu'on peut les ressentir quelques semaines, quelques jours, quelques heures avant que le passage s'amorce. En fait, c'est comme si la fenêtre devenait beaucoup plus fine, comme un voile, et on allait céder. C'est même pas beaucoup plus fine, c'est carrément un échange. Ça veut dire qu'on a les mondes subtils qui intègrent notre monde de matière. Comme des énergies, comme des nuages. Moi, j'appelle ça la porte des étoiles parce que quand j'étais enfant, je regardais Stargate et c'est vraiment... et ce qui est assez particulier, c'est que ça va se condenser dans la pièce en général, mais à un point fixe. Et souvent, c'est là où les personnes en fin de vie vont fixer leur regard, là où il y a cette sorte de porte, mais qui va même au-delà de la porte, puisque c'est le vortex en fait. Toutes les énergies, ces 2 énergies-là se mélangent et il n'y a plus de monde matériel et de monde subtil, c'est tout en même temps. Et donc il n'y a rien d'obligatoire en fait pour les personnes en fin de vie, c'est soit elles vont avoir à un moment donné lâché la conscience analytique et voir, ou alors elles vont toujours être dans l'analyse, toujours pas lâcher ce côté analytique, etc. Et elles verront pas. Donc du coup, il n'y a rien d'obligatoire. Les défunts, eux, ils font que de se faufiler dans cette énergie, ils passent, ils circulent dans la chambre et ils remontent. Est-ce que pour vous c'est bien une croyance? Quelqu'un qui croit en la réincarnation, à une vie après... une vie après la mort, est-ce que pour vous j'y crois, donc j'ai cette faculté ou cette intuition plus grande de pouvoir percevoir, ou quelqu'un qui n'y croit pas du tout, ça se présente quand même? Alors ces visions-là vont s'adresser à tout le monde. Une personne cartésienne, une personne croyante. Peut-être que la personne croyante, les visions vont être peut-être plus adaptées à sa croyance. Par exemple, voir Jésus, ou voir s'il y a une orientation un peu religieuse. Mais moi, j'ai eu des personnes très cartésiennes et qui voyaient leur ange gardien, alors qu'elles n'ont jamais parlé d'ange gardien. Et pourtant, elles savaient dénommer que c'était leur ange gardien. Oui, c'est particulier. Et vous, est-ce que ce vortex qui se crée dans la pièce, vous avez compris pourquoi il se crée à un endroit précis? Est-ce qu'il y a... Non, j'ai pas vraiment compris pourquoi il va se mettre à cet endroit-là. Et ce qui est très étrange pour moi, parce qu'en fait, j'ai passé dans le milieu des soins et maintenant je suis dans le funéraire et je retrouve cette énergie de passage après. Ça veut dire qu'il y a le avant, pendant, après ça continue encore. Alors, combien de temps selon vous? On est quand même sur jusqu'à ce qu'il y ait les funérailles. Les fameux 3 jours? Les fameux 3 jours. Alors, moi, je veux pas être programmée par ces fameux 3 jours parce que je veux pas mentaliser ce que je vois.
moi, je reste cantonnée sur ce que je vois, c'est-à-dire sur les après-décès, où là, on est en salon funéraire ou à domicile, etc. On a toujours cette même énergie de passage. Par contre, il n'y a pas cette porte, enfin voilà, c'est beaucoup plus dans la pièce et général, plus subtil, et c'est ce qui va donner les personnes qui vont ressentir cette euphorie. Alors, il y a le côté psychologique qui est là, et bien entendu, puisqu'on fonctionne avec un cerveau humain quand même, mais il y a tout le côté énergétique qui est quand même... et que les gens n'arrivent pas à identifier. Mais il y a justement quelqu'un qui a écrit un livre il y a 3 ans, qui est resté à la mort de son père 3 jours et demi comme ça, en euphorie totale. Valérie Seguin, tout à fait. Et elle ne comprenait pas du tout, pourquoi, mais elle était légère, et dans le corbillard, elle accompagnait le corps, et elle était dans l'amour total, et elle était portée, et c'est un état incroyable qu'elle expliquait. Et donc du coup pour vous, donc c'est pas forcément 3 jours, ça va jusqu'à la cérémonie en fait. Ça va généralement jusqu'à la cérémonie, enfin en tout cas moi de ce que j'ai détecté, ce que j'ai pu regarder, observer, après les funérailles, c'est comme si le couvercle se referme et les énergies se repositionnent, la porte se referme sans se refermer totalement, et chacun reprend sa place en fait. D'accord. Et les funérailles, moi je porte vraiment cette importance pour les funérailles, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu m'orienter dans le monde funéraire, pour être vraiment, il n'y a pas cette connotation religieuse ou pas, on peut très bien avoir des belles funérailles à l'extérieur sans qu'il y ait de prêtre ou de bénédiction, une chose comme ça. Moi, ce que j'ai vraiment identifié, c'est cette importance pour l'âme de finaliser cette incarnation terrestre en disant bon allez, merci tout le monde, merci mon très corps, sympa, tout sympathique. Alors, l'expérience. ils ne sont pas tous dans cette énergie-là. Il y en a, ils vont être dans la lamentation en disant oh là là, je suis partie trop vite, j'ai trop de choses à dire. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est vraiment cette énergie de funérailles qui va constituer un égrégore et qui va pousser l'âme à s'élever ou pas. Parce que c'est là après que l'âme va décider si elle va encore rester sur les vibrations terrestres ou si elle va continuer son élévation dans les sphères. Pour vous, l'âme, donc il y a cette cérémonie, donc tout le monde, il y a un palier qui redescend quelque part. Et pour vous, l'âme reste combien de temps en connexion avec le monde terrestre? Par exemple, recevoir des signes, on sent que ça s'étiole dans le temps, bien sûr, parce que chacun reprend sa vie. L'âme a tendance à monter, puis tant mieux, vers la lumière. Et donc, c'est que tout va bien. Mais pour vous, c'est quoi? C'est de l'ordre d'un mois, 1 mois et demi, 2 mois? C'est difficile de quantifier ce qui n'est pas quantifiable. Parce que eux, de l'autre côté, ils n'ont pas de notion de temps. Donc du coup, ça va durer parfois 1 mois, parfois 1 mois et demi, 6 mois, 1 an, 10 ans. Moi, j'ai vu certaines âmes, et on peut identifier ça comme pas des châteaux hantés, mais des lieux qui sont chargés. Et il y a des âmes, elles veulent absolument pas s'élever. C'est parce qu'elles ne s'élèvent pas. Elles ont leur raison, par contre. Oui, ce qui veut dire parce que ça n'a pas été fait, tout n'a pas été tout n'a pas été finalisé. Mais normalement, une âme qui part tranquillement, mais fait des petits coucous ça met 15 jours, 1 mois à peu près, où elle fait ce que j'appelle moi le yo-yo. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. En fait, ils ont quand même, l'âme, et ça aussi c'est un grand paradoxe, parce que beaucoup de gens me disent ah mais non, mais de toute façon, l'au-delà, ça y est, l'âme, elle oublie son corps, elle en a rien à fiche, comment on habille le défunt, elle s'en fiche, elle n'est pas quand on est dessus. Eh bien si, ça a vraiment toute une importance, parce que justement, il y a cet au revoir, il y a cette finalité. Et l'âme, elle va avoir ce besoin de faire yo-yo pendant encore un certain temps, même si elle est très spirituelle, très avancée, etc. Elle aura peut-être besoin de finaliser quelques visites avec pour s'assurer que tout va bien, pour s'assurer que le processus de deuil se met bien en place et que tout va bien se passer. Et c'est souvent là, c'est là aussi une expérience de l'après-test du livre de Stéphane Alix, où je me suis rendu compte que c'est souvent là où les vivants reçoivent le message ou reçoivent l'information qu'il faut aller voir un médium. Comme si quelque part le défunt sent que le deuil va être un peu compliqué parce qu'il n'y a pas toutes les informations encore, il n'y a pas les éléments qui restent et qu'il faut apaiser. Et là, il va mettre en place, le livre qui arrive subitement. La bonne synchronicité que ça se fluidifie. Et ça, j'ai eu beaucoup de retours comme ça. Et ça a été effectif dans les 15 jours à 1 mois après le décès. C'est un peu comme si l'âme terminait vraiment son incarnation en laissant les choses clean, propres, de façon à ce que les gens qui restent dans leur incarnation terrestre,
eux soient en paix par rapport à puissent faire leur processus de deuil convenablement, sans... le plus sainement possible en fait. C'est assez bien. Oui, c'est assez bien fait en fait. Alors, on a parlé du focus patient avec votre position d'aide-soignante, avec les soignants aussi, avec vos collègues. On sent que le monde médical est en souffrance. Vous parlez de burn-out à un moment. Et c'est effectif là aujourd'hui. Voilà, on sent que c'est une des raisons qui vous a poussé vous à évoluer aussi, aller vers quelque chose où vous êtes dans vos valeurs, bien avec vous. Vous parlez également d'acharnement affectif entre le soignant et la personne et le patient. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Parce que c'est une notion que j'ai découverte. Parce que c'est assez... Enfin, je trouve ça... En même temps, c'est joli parce que ça montre l'implication du soignant envers le patient. Et en même temps, toute la douleur de laisser partir comme ça... J'ai été face... Alors, on va rencontrer ce cas de figure beaucoup plus dans les maisons de retraite, les lieux de vie en fait, où il y a des habitudes qui s'installent, que ce soit pour le soignant que pour le résident en fait. Chacun apprend à connaître l'autre. Et c'est vrai qu'on est face à des... En fait, les soignants, on a beaucoup ce côté justicier. Ça veut dire que c'est pas juste de voir quelqu'un souffrir, c'est pas juste. Et c'est vrai que quand on fait le point sur certaines histoires qu'il y a eu, notamment des aides-soignantes dans certains pays ou quoi, qui ont injecté des produits pour faire mourir leurs résidents parce qu'elles ne supportaient pas qu'à 90 ans. En fait, on se rend compte qu'il y a quand même un malaise affectif et c'est normal, c'est humain, mais on est dans une société où on essaye de rentrer les soignants dans un cadre, dans un moule où on n'a pas de sentiments, on est des robots, on est des machines à laver aussi dans certains cas. Et en fait, moi j'ai été face à plein d'histoires où c'était le soignant qui ne laissait pas partir émotionnellement la personne parce que le soignant était face à ses propres douleurs, à ses propres croyances aussi, et du coup faisait une sorte d'acharnement comme ça affectif et c'est très tabou dans le milieu de soins parce qu'on ne laisse pas la parole aux soignants d'une part, et d'autre part c'est inconcevable dans le milieu de soins que le soignant se prenne de sentiments pour le patient en fait. D'accord. C'est inconcevable. Pourtant il est en contact avec lui plus que de façon on est quand même dans une forme d'intimité. Tout à fait. Plus intime que je crois. Ça c'est clair. Mais il y a vraiment ce côté. Bon, on est dans une société taboue. De toute façon, en France, on est vraiment dans quelque chose d'assez compliqué. Est-ce que dans les autres pays, il y a une vision différente ? Alors, je me suis renseignée, parce que là aussi, on avait tendance à dire que chez les Québécois, ils étaient plus ouverts, ils avaient fait plus de progrès que nous. Et il s'avère qu'en communiquant avec des amis québécois, notamment Sylvie Ouellet, qui a beaucoup axé aussi sur le passage, etc., elle me dit, mais c'est exactement comme en France, en fait. Il y a toujours ce côté tabou de la mort, ce côté tabou de relationnel entre soignants et soignés. Peut-être que c'est parce que c'est des relations humaines un peu... dans toute sa splendeur que c'est difficile à en parler justement. Et c'est vrai que dans plein de situations, je me suis retrouvée face à cette... Est-ce que la solution, c'est pas une forme de supervision où le soignant peut aller discuter, parler, exprimer ses émotions refoulées ? Enfin, quelque part, parce qu'il peut pas en parler, il en parle un peu sans doute chez lui de sa journée, de ce qui s'est passé, mais à un moment, il y a aussi un trop-plein émotionnel, il y a beaucoup de choses qu'il faut encaisser. Je pense qu'il y a encore plus que ça à apporter aux soignants. Depuis peu, j'ai accès au monde des soignants en tant que formatrice, puisque j'ai validé certaines de mes formations, tout en restant soft et en n'abordant pas le côté ésotérique, etc. Non, mais j'ai trouvé ça super, parce que c'est une chose que de pointer du doigt un élément, mais à un moment, il y a une solution, il y a des outils à mettre. Et c'est ça que j'apprécie, c'est qu'à chaque fois, vous sortez un outil de votre chapeau, il y a quelque chose qui arrive, et je me dis, ça devient, ça prend forme. Enfin, il faut, parce qu'on ne peut pas se permettre de balancer comme ça des choses en ça va pas, ça va, sans proposer quelque chose, une alternative. Et c'est vrai que dans le milieu de soins, effectivement, il faut mettre en place des protocoles de parole, de choses comme ça. Mais je pense que ce qui est très important, et alors là, j'ai mis le doigt dessus quand j'ai intégré en tant que formatrice les milieux de soins,
c'est que les soignants se remettent aussi en question. Non pas à dire s'ils sont des bons soignants ou pas, mais c'est à un moment donné se dire, allez, stop, je n'en peux plus. Est-ce que je suis à ma place aussi? Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis entendue? Est-ce que je ne suis pas frustrée de ne pas être entendue? Après, on travaille dans un système qui est mis comme ça. Il évoluera, je pense, le système, et j'espère en tout cas. Mais c'est aussi aux soignants de dire, stop. Là, je sors de ma zone de confort, même si ça nécessite que je quitte mon CDI, même si ça nécessite que je quitte. Parce que je trouve que de s'obliger à rester dans un endroit parce que financièrement ça apporte... Après, c'est le cas de beaucoup de monde à une échelle le plus grande, avec une remise en cause professionnelle. Mais je trouve que chez les soignants c'est encore plus important. On est face à de l'humain. Et que... il ne faut pas devenir dangereux pour soi-même et pour l'autre quelque part. Il faut s'écouter Mais oui, c'est compliqué. Difficile. Et puis c'est toute une vie parfois, ça fait 20 ans. C'est toute une et vous savez bien ce que c'est aussi l'amour du parler, métier. C'est l'amour du métier aussi. Il y a beaucoup de soignants qui aiment leur métier et qui ont espoir que ça change, mais qui en attendant se bousillent la vie, se bousillent tout ça, en espérant qu'il y a un changement, en espérant que ça aille mieux. Et en attendant, faut pouvoir porter tout ça. C'est difficile, quoi. Donc du coup, il faut vraiment faire le point en tant que soignant. Pourquoi cette situation-là a été compliquée? Pourquoi ça nous a mis en porte-à-faux? Pourquoi ça a été compliqué? Enfin voilà, il faut faire le point. Et cette formation, elle dure combien de temps, votre formation en structure médicale? Alors la formation que je donne aux soignants, généralement elle est sur une journée, maxi 2 jours. J'aime bien cette formule une journée parce qu'en fait, je donne le minima et le maxima d'informations sans non plus blinder trop d'infos, tue l'info en fait. Donc on va à l'essentiel, aborder ça. Et moi j'aime surtout aborder le sujet, où est-ce que vous en êtes vous dans votre pratique de soignant? Et c'est un peu du coaching en fait. Là pour le coup c'est du coaching, hein. C'est de les amener petit à petit à essayer de pointer les problématiques, qu'est-ce qui leur pose problème, et en fait on se rend compte que ce qui pose problème aux soignants, mais ça c'est le commun des mortels, c'est la mort. Ça pose problème, parce que de voir mourir quelqu'un, on aimerait que la mort arrive comme ça, on va se coucher et on meurt. Sauf que on a bien compris que c'est pas du tout comme ça que ça se passait. Et en fait, chaque soignant réagit vraiment différemment face à la mort du patient. Et c'est ça la grosse problématique, c'est d'amener les soignants à dire mais qu'est-ce qui vous fait réagir? Pourquoi? Et sans parler de cette connotation religieuse. Non, peut-être une histoire personnelle. Peut-être une histoire personnelle, un vécu, une mauvaise expérience, justement, quelque chose qui a été difficile, dramatique. Enfin voilà, on a tous plus ou moins des vécus dans le monde de soins qui sont pas faciles en fait. Hein. Il y a toujours une mort qui nous a marqué ou quelque chose qui a été difficile à digérer. Et le tout sur cette journée, c'est de pouvoir en parler, dédramatiser ça. Du coup, il y a combien de personnes Généralement, on est sur des groupes de 12 personnes maximum, c'est déjà pas mal. Les gens arrivent à se confier? Alors, j'ai eu des bons résultats. Oui, d'accord. Il y a un climat de confiance qui se met en place c'est surtout l'après en fait. C'est-à-dire que la première journée, les soignants viennent un peu dans cette optique, c'est une formation, on y va parce que c'est obligatoire et parce que voilà, il faut y aller. Et après, en fait, ils apprennent à me connaître, à savoir comment je fonctionne, etc. Et après, on tisse des liens sur justement la suite. Et j'ai eu pas mal de soignants suite à la formation qui m'ont recontacté en disant « Christelle, j'ai une fin de vie, comment je peux faire la communication d'AMA ?» Parce qu'on aborde ce sujet. Alors moi, j'appelle ça la communication intuitive, pour que ça soit moins avec cette connotation spirituelle. Spirituelle, on est plus qui peut être quand même galvaudée. Et donc, en fait... de leur donner des outils, ça leur permet de se dire on n'est pas tout seul et il n'y a rien de bizarre et voilà, petit à petit ça permet d'en parler. Et souvent les psys qui accompagnent les services viennent à la formation et prennent le relais après sur les soignants qui ont besoin d'en parler, qui ont besoin de faire un retour sur expérience. Tout à fait, ça permet de quelque part lever les tabous, on lève les non-dits. Alors on est d'accord que chez certains soignants ça va... pas apporter, parce que ça va pas, ils vont pas en trouver leur intérêt, leur sens, etc. Mais au final, on a j'ai eu des assez bons résultats. Ça libère la parole et du coup, ça permet de remettre des choses à plat et de pouvoir avancer. Et de pouvoir aussi essayer de dédramatiser la mort en quelque sorte en se disant que
quoi que le soignant ait fait, il a fait ce qu'il pouvait. Oui, et selon ses moyens et selon ses moyens financiers, humains. Voilà, oui, il n'y a pas de culpabilité à développer par rapport à ce qu'il aurait pu faire et voilà, c'est quelque chose de juste en fait. Voilà, c'était juste à ce moment-là, c'était la situation qui voulait que ça a tourné comme ça. Enfin, on n'est pas des surhumains et on ne sauve pas toutes les, on sauve pas toutes les vies. Non, mais... quand même, et c'est dur à digérer dans les équipes, d'avoir eu le patient qui est décédé comme ça alors qu'on a mis tous les moyens qu'on pouvait. C'est difficile cette mort. Oui, voilà. Et vous expliquez aussi que beaucoup de soignants sont des passeurs d'âme qui s'ignorent. Oui, alors ça c'est ce que j'ai découvert aussi. Alors c'est vrai que le mot passeur d'âme, c'est un peu comme le mot médium, c'est un peu galvaudé. Des fois j'ai des gens qui arrivent vers moi la bouche en cœur, je suis passeur d'âme. Mais c'est quoi un passeur d'âme en fait? Parce que on a tous plus ou moins cette capacité, cette faculté de faire passer les autres, puisque ça fait partie de nous, puisqu'encore une fois, depuis la nuit des temps, on meurt et on sait faire. On sait accompagner une maman qui va mettre son petit médecin à la frousse. Voilà, on se dit, voilà, ça va être terrible. Je sais pas quoi faire. Mais à un moment, au pied du mur, on est là, et on est présent, et oui. Et intuitivement, on va faire le bon geste, ou alors le geste plus ou moins technique ou pas, mais on va le faire. La mort, c'est pareil au final. Plus de passeurs d'âme. Enfin, le mot, encore une fois, le terme, on a l'impression que ça concerne des élites, des personnes hyper spirituelles. Et c'est ce qu'on nous fait croire aussi dans ce monde de société, puisque l'objectif, c'est que pour certains, plus ils ont des titres et mieux c'est. Quelque part, ça les met en avant. Du coup, et quand je dis aux soignants, mais vous êtes des passeurs d'âme. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, par exemple, d'infirmières, moi, qui me disent, je travaille dans une maison de retraite, par exemple, en service de nuit, et puis je sens que la personne va partir, et voilà, je suis comme appelée vers cette chambre, et puis voilà, je me dis bonne nuit ou soyez apaisés et la personne part quelque part. Et c'est une façon comme ça, c'est pas mettre toute une énergie dans la pièce, c'est une intention pour accompagner l'autre. C'est à ce moment-là, être réceptif à son intuition, c'est de la communication d'âme à âme. Oui. L'autre va nous appeler inconsciemment et on va inconsciemment aller le voir et on va faire ce petit geste, ce petit mot de réconfort, peut-être lui donner à boire une dernière fois, enfin faire des petites choses. Ça, c'est être passeur d'âme en fait. On n'est pas là aussi dans le côté ésotérique où on va mettre de la sauge à tout va dans la pièce. Non, on est dans une interconnexion en fait des gens, tout comme voilà, il y a quelque chose qui nous appelle comme une maman avec son bébé à une espèce de communication comme ça. Exactement pareil. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans le métier du soignant. On est un peu des mamans en fait, on a un peu ces mamans ou ces papas, parce qu'il y a des messieurs qui sont quand même là, et il faut penser à eux, et vraiment comme cet instinct maternel ou paternel de dire attends, je suis là pour toi, je t'accompagne, je t'aide à grandir dans cette expérience aussi. Et c'est vrai qu'on est tous toutes des mamans qui y a vraiment ce côté maternant chez les soignants. Et la plupart du temps aussi, quand on fait le point, mais j'adore analyser, moi je suis très analytique quand même, au final, un peu trop parfois, mais j'ai fait le point aussi sur le panel des gens qui décidaient d'être soignants. Et on a vraiment ce côté maternant, des gens qui ont toujours besoin d'aider les autres, mais spontanément, il n'y a pas ce côté pour exister, etc. Il y a vraiment cette bienveillance naturelle d'aller bienveillance aider, naturelle. J'ai des amis, là j'ai une amie qui est aide-soignante en gériatrie et quand on fait des soirées ou quoi, elle est tout en train de débarrasser les couverts et tout. Mais arrête. Mais on voit que c'est spontané chez elle et que c'est pas étonnant qu'elle soit soignante parce que elle a effectivement toujours ce besoin l'autre avant elle-même quelque part. Oui, c'est une sorte parfois il faut faire attention que ça soit pas trop, mais oui, il y a toujours on se dit que quelqu'un qui vient dans cette vocation de soigner l'autre a quelque chose comme ça à réparer peut-être lui-même, il y a quelque chose comme ça. C'est souvent des réparations aussi qui viennent donc forcément c'est voilà, on se dit que c'est quelqu'un qui veut sauver l'autre, mais qui ne sait peut-être pas forcément auto-analyser. D'où ce travail à faire en disant peut-être que c'est pas votre voie. Réglez d'abord votre problème et si ça se trouve, votre vocation de soignant n'est pas là. C'est pas à l'autre de soigner sa blessure à soi. Tout à fait. L'autre, il n'est pas là pour être le pansement. L'autre, il a besoin d'un soin, il a besoin d'être accompagné. Totalement. Il s'en fiche de savoir si nous, on a perdu notre papa, notre maman.
n'est pas là pour ça en fait. On n'est pas là pour ça. Même s'il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Mais il ne doit pas faire partie de ce processus de guérison. C'est quelque chose qui doit être acquis avant d'aller vers ce métier. Et là, on est vraiment sur du développement personnel et c'est bien. Par contre, ce que je trouve très positif dans toute cette humanité, c'est vraiment ce développement personnel qui se met en place. Parce que ce sont des très beaux outils pour l'âme. L'âme, en fait, on a tous les outils au jour d'aujourd'hui pour se développer soi, pour être dans le développement personnel, de faire le point, etc. Et avant de parler de burn-out, de saturation, de j'en peux plus, j'en ai marre, les gens sont méchants, etc., on fait le point fait, sur soi, sans se mettre dans la culpabilité et sans s'auto-flageller non plus. Non, mais en mettant les choses comme ça sur la table à plat, le pour, le contre, et puis pouvoir se poser et regarder les choses avec un regard pragmatique, lucide sur la situation. Après, il faut pouvoir le faire, parce qu'on est dans une situation de stress, de fatigue et autres. Il faut pouvoir le faire. Et voilà, avec une vie familiale, à un moment, il faut pouvoir se prendre 2 heures et avoir cette disponibilité pour soi. Et c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais c'est ce que, dans les formations, ça aide à ça. Parce que vous avez cette formation donc, en structure médicale et puis vous avez aussi un module sur Internet. Oui, alors j'ai trouvé ça aussi super. Alors, moi je dois être très fan, mais je me dis encore un outil, quelque chose qui peut être utilisé. On est en accompagnement avec un proche en fin de vie. Et puis c'est vrai qu'on passe notre temps entre, faut jongler entre l'hôpital, les visites, le stress. Les décisions sont toutes à prendre. Et donc il y a ces modules. Alors pouvez-vous expliquer ces modules? Alors en fait, j'ai voulu mettre en place ces modules-là pour justement que ça soit accessible à tout le monde. Mais en donnant l'accessibilité, au final, je me suis rendu compte que tout le monde ne s'autorisait pas à avoir cette accessibilité. Ça veut dire que je pensais que les gens allaient dire tiens, c'est accessif, je peux regarder ça quand je veux, etc. Et au final, ils ne s'autorisent pas ni à parler de la mort, ni à parler de l'accompagnement en fin de vie. Et souvent, les gens qui vont acquérir la formation, c'est qu'ils se retrouvent devant le pied du mur. Ils sont en train d'accompagner leur maman, leur papa. Déjà pas trop tard, mais oui. Et du coup, ils me disent, mais j'aurais dû le faire avant. Donc du coup, c'est vraiment le but des formations. C'est pas pour faire un business, et c'est pas là pour dire... C'est vraiment de dire, allez, la mort, elle existe. Elle va arriver de toute façon, tôt ou tard, et on espère le plus tard possible, et on espère le plus sereinement possible. Mais justement, sereinement. Donc ces modules sont là pour petit à petit... Donc on dit un module, mais un module c'est quoi concrètement? C'est 45 minutes? Voilà, c'est 45 minutes de vidéo où en fait je vais synthétiser mes 3 bouquins au final. Ça veut dire que dans les 3 livres, j'ai un peu diffusé des informations de droite, de gauche. Là, c'est synthétisé en un module qui va être basé sur l'accompagnement en fin de vie, comment être un bon accompagnant, comment trouver sa place d'accompagnant. Énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, j'ai voulu positionner ça en 6 modules pour faire en sorte de synthétiser les bouquins en fait. Et puis donner de la vie au livre aussi et d'éviter d'être sur le côté... Oui, et puis donner le côté accessible, c'est-à-dire qu'on rentre par exemple de l'hôpital le soir à 11h du soir et on peut très bien accéder... Regarder 10 minutes la vidéo et couper, revenir et se faire ça à son rythme sur ces moments de disponibilité. Alors j'ai bien aimé aussi parce qu'il y a un module qui parle d'huile essentielle. Oui. Parce que j'ai découvert ces huiles essentielles parce qu'en plus elles sont très spécifiques. Elles sont très spécifiques. Voilà, les gens découvriront par eux-mêmes, mais il y a cette... parce que vous parlez de points par lesquels l'âme a tendance à partir aussi. Oui, il y a des zones de fuite, on appelle ça, Sylvie Wallet appelle ça des zones de fuite dans son livre Les morts nous entendent, qu'est-ce qu'ils nous parlent, je sais plus exactement la page, je garde le de son livre, mais en tout cas, et c'est vrai que quand j'ai lu son livre, moi j'avais déjà découvert ces zones de fuite en visuel. Ça veut dire que je voyais qu'effectivement sur des accompagnements en fin de vie que je vivais, que l'âme elle cherchait quelque part à s'évaporer. On nous dit toujours que c'est par le haut quelque part. Ah, pas toujours. Bah oui, on dit pour ça qu'on moi j'ai essentiellement vu des décorporations par le plexus en fait. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est en fin de vie va être beaucoup axé sur l'émotionnel, va faire le point de sa vie, ce qu'elle a fait, pas suffisamment, etc. Donc on n'est plus dans le côté spirituel, entre guillemets, on est vraiment dans le côté émotionnel. Donc ce serait le chakra du cœur qui serait du coup, on est chakra du cœur et le plexus solaire. Et on part par le plexus. Est-ce que quelqu'un qui a par exemple un chakra du cœur dominant dans sa vie, je vais partir normalement par là, mais quelqu'un qui est plus dans le raisonnement, dans
quelque chose, est-ce qu'il va partir plus vers le haut? Non, c'est pas. Il va être là, parce que le raisonnement, le fait de cogiter, de réfléchir, etc., ça va mettre dans l'émotion. D'accord. Donc l'âme, en fait, l'âme n'est pas dans le processus analyse, en fait. Elle va être, c'est lié à l'émotionnel. L'âme, c'est une énergie d'émotion. Enfin, c'est vraiment très très fort. Et en fin de vie, c'est ce que va ressentir le patient. Les émotions et pouf, l'âme elle va partir par cet endroit émotionnel en fait. D'accord. Donc c'est hyper logique, c'est nous qui voulons toujours essayer d'analyser. Oui, lui il a trop cogité, il va sortir par le haut. Et j'en ai vu des gens sortir par le dessus de la tête, par le coronal, et souvent c'était des gens qui étaient apaisés face à leur fin de vie, qui avaient vraiment la sensation de tout avoir achevé, qu'il n'y avait pas de non-dit, qu'il n'y avait pas... Tout était ok. Ils étaient même ok avec leur maladie. Et du coup, chakra coronal, souvent. C'est rare. J'ai très rarement vu par le chakra coronal. Essentiellement vu dans l'émotion. Parce que j'avais cette vision, parce que je voyais un peu comme un voyage astral, on s'en va normalement par le haut. Voyage astral, alors par contre, ils partent par le haut. Voilà. Et c'est un voyage astral. Oui, donc c'est une histoire de corde d'argent qui se déroule par le haut du coup. Et... C'est comme les expériences de mort imminente. Les personnes qui reviennent de ces expériences-là, on va dire qu'ils ont frôlé la mort ou ils ont vu la mort. Et en fait, j'ai eu une grande discussion avec Sylvie Wallet justement là-dessus. Ils ont vu les prémices de la mort, mais ils n'ont pas vu la mort. Oui. Pareil, au niveau du voyage astral, on a cette possibilité de retour dans le voyage astral. Que lorsque la corde d'argent se rompt, on n'a plus de possibilité de retour. Donc là, c'est fini. Donc du coup, l'âme va vraiment choisir sa zone de passage la plus propice selon les émotions. D'accord, ok. Alors pour votre module, il y a aussi des MP3 qui sont disponibles. Oui. J'ai trouvé ça super parce qu'à un moment vous me parliez de cette communication d'âme, aussi des ondes cérébrales qui vous passent. Voilà. Et je me dis, il y a un pont entre ces ondes cérébrales et puis l'hypnose, non? Alors c'est totalement ça. Parce que, en fait, vous avez une capacité innée à être dans l'hypnose. Alors, en fait, j'ai appris l'hypnose, que ce soit ericksonienne ou l'hypnose spirituelle. Et ce qui m'a aidée dans l'hypnose, c'est de savoir expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est ce qui fait que j'ai la possibilité d'expliquer au jour d'aujourd'hui en disant voilà, je me mets en médiumnité, donc je me mets sur une certaine onde cérébrale qui fait que... Et au final, c'est un peu la clé de l'alignement de soi-même, c'est d'être capable de lâcher tout ce qu'il y a de mental, etc. pour se mettre à l'intérieur de soi. Mais ça se travaille, ça. Donc les MP3 sont là aussi pour travailler tout ça et faire en sorte que ça soit un exercice facile. Et... on est tous plus ou moins dans cet état inné d'hypnose, on sait tous le faire, l'état de transe. C'est juste qu'on ne sait pas expliquer les choses, mais quand on sait comment ça fonctionne, on se dit mais ouais, je le fais tout le temps quoi en fait. Vous, ça a dû être une découverte fabuleuse d'hypnose, non? Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. Parce que vous avez rencontré un peu quelque chose au niveau même de la communication d'âme à âme, quand je parle de comment justement le patient peut donner un signal physique de ce que je lui dis ou quand je communique avec son âme, etc. Et en fait, en hypnose, on apprend surtout en hypnose ericksonienne le signaling, on appelle ça. C'est-à-dire que la personne est en état de transe et on va lui demander fais-moi signe. Avec un doigt qui se lève. On fait pareil en fin de vie. Donc du coup, moi, l'hypnose, ça m'a aidé à expliquer verbalement ce que je faisais sur cette fameuse communication d'âme à âme. Et en fait, maintenant, c'est ce que j'explique dans le monde de soins, en disant attendez, alors là aussi, rien de paranormal, tout est normal. Et du coup, ça passe beaucoup mieux. Enfin, oui, ça devient plus quelque chose de... On explique quelque chose qui n'est pas explicable. La deuxième partie de cette interview sera bientôt disponible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Moment Céleste ou la page Facebook pour être informé de la mise en ligne de cette vidéo. Vous pouvez retrouver les 3 ouvrages de Christelle Dubois en librairie. Son site internet est le suivant, www.fildelumière-sans-accent.com. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cet échange privilégié.